Donc, la semaine dernière, on a vu la troisième étape, mais je veux juste faire un petit retour sur les étapes 1 et 2 du texte. Donc, la première étape, on a vu quel était notre problème. Notre problème, c'est qu'on était impuissant devant l'alcool et qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. Une fois que j'ai admis ça, ça signifie que j'ai pas de pouvoir pour changer ça. Je vais donc me tourner vers une solution que AA nous propose. Et AA nous propose une puissance supérieure à nous-mêmes qui va nous rendre la raison. Elle va nous rendre la raison par rapport à l'alcool, puis éventuellement, va pouvoir nous rendre la raison dans d'autres domaines de notre vie aussi. Donc, la deuxième étape me dit qu'une puissance, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pouvait nous rendre la raison. Alors, la deuxième étape, nous en sommes venus à croire, c'est un processus. Ça se fait pas. Oui, ça peut se faire du jour au lendemain, mais ça peut se faire sur une période de temps aussi. Alors, pour la troisième étape, je vous avais fourni un questionnaire. Est-ce que tout le monde a répondu aux questions? Oui. Puis, la prière, est-ce que vous avez réussi à la dire à tous les jours de la semaine? Oui. Il y a des fois des têtes qui penchent d'un bord puis de l'autre. C'est correct. On n'est pas parfait. On est juste des êtres humains, puis on s'en demande, on fait notre possible. Ça, je suis sûre de ça. Donc, après la décision de la troisième étape, on arrive au programme d'action. On arrive aux étapes 4 à 9 qui sont considérées comme le programme d'action. On était rendu dans notre lecture à la page 72. À la page 72, on avait lu un petit paragraphe qui disait après la troisième étape, tout de suite après la troisième étape, ça disait ensuite, nous nous sommes lancés dans un vigoureux programme d'action dont la première phase consistait en un sérieux ménage intérieur. Et il nous disait aussi que la troisième étape ne pouvait pas avoir d'effet permanent sans être tout de suite suivi d'un gros effort pour faire face aux obstacles qui intérieurement nous avaient nui et pour les éliminer. Notre problème d'alcool n'était qu'un symptôme. Nous devions donc nous attaquer aux causes. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'en quatrième étape, on va s'attaquer aux causes de notre alcoolisme qu'on retrouve dans la maladie spirituelle. La maladie spirituelle qui était là avant qu'on devienne alcoolique. Elle est là chez la plupart des êtres humains d'ailleurs. Parce on s'est coupé de notre source spirituelle. Et c'est ça la maladie spirituelle. Ce que ça fait, le fait de se couper de sa source spirituelle, ça nous occasionne des problèmes émotionnels, ça cause du mal-être intérieur, puis on ne sait pas comment s'en sortir. Alors, la quatrième étape va nous donner un moyen de se sortir de la maladie spirituelle. Un des moyens qui sont suggérés dans le programme d'action. Nicole va nous faire la lecture du paragraphe suivant, le deuxième paragraphe de la page 72. Nous avons donc commencé. Bonsoir à tous, Nicole Alcoolique. Allô, Nicole. Nous avons donc commencé par un inventaire personnel. C'était la quatrième étape. Une entreprise dont on ne fait pas l'inventaire régulièrement est vouée à la faillite. Dresser un inventaire commercial consiste à recueillir des faits et à les examiner. On essaie de bien connaître les marchandises en stock. Un des buts de l'opération est de déterminer quelles sont les marchandises endommagées ou impropres à la vente, puis de s'en débarrasser rapidement et sans regret. Si un chef d'entreprise veut réussir, il ne doit pas se leurrer sur la valeur de son actif. Donc, C'est précis. non, juste un paragraphe. Merci. Donc, ici, il commence à nous l'inventaire personnel dont on parle à la quatrième étape, puis il compare ça à un inventaire pour une entreprise. Puis, ils disent, une entreprise, on ne fait pas l'inventaire régulièrement et vouée à la faillite. On compare ça à une entreprise, puis ils parlent d'un inventaire régulier. Donc, moi, je trouve que ça vient à l'encontre de ceux qui disent qu'un inventaire, la quatrième étape, se fait seulement une fois dans notre vie.
Moi, je considère que la quatrième étape a besoin d'être faite de temps en temps. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de la faire à chaque année. Je ne fais pas ça à chaque année, mais une fois aux 5 ans, pour moi, ça s'avère assez bien. Et là, ils nous disent aussi recueillir des faits. Quels faits je vais recueillir dans la quatrième étape? Je vais regarder les ressentiments que j'ai faits. Je vais regarder ma culpabilité en regardant mes torts. Je vais regarder mes peurs, puis je vais aussi regarder mes défauts de caractère. Donc ça, c'est les faits qu'on va examiner dans notre inventaire personnel ou les marchandises en stock, c'est la même affaire. Tu sais. Donc, c'est ça. C'est beau. Puis la quatrième étape va me permettre effectivement de mieux me connaître. Il dit ça va permettre de connaître les marchandises en stock, mais ça va me permettre en fait de mieux me connaître. Là, il va falloir que je désactive ça. Voilà. Et ça va me permettre de mieux me connaître et aussi de trouver la vérité à mon sujet. Là. Tu sais, des fois, on peut avoir une certaine tendance à se compter des petits mensonges ou à croire des choses facilement sans avoir vérifié les faits. Tu sais. Par exemple, on peut croire que les autres ont eu beaucoup plus de tort que nous dans certaines relations. En les examinant avec la méthode de la quatrième étape, on va peut-être arriver à la conclusion que, ouais, peut-être que j'avais plus de tort que je pensais. Et c'est correct. C'est pas, en passant, on ne fait pas l'inventaire de la quatrième étape dans le but de se taper sur la tête, hein, dans le but de se culpabiliser davantage. Parce que la plupart d'entre nous, on s'est senti plutôt coupable de bien des choses dans notre vie. Mais avec la quatrième étape, ce n'est pas l'objectif. Au contraire, l'objectif de la quatrième étape, c'est d'en arriver au pardon. Au pardon envers les autres, puis au pardon envers soi surtout. OK? Tu veux-tu lire l'autre paragraphe, Nicole? C'est précisément ce que nous avons fait avec nos vies. Nous avons réuni les faits honnêtement. D'abord, nous avons cherché les faiblesses de notre personnalité qui avaient causé notre faillite. Convaincus que notre moi, sous toutes ses formes, avait entraîné notre perte, nous avons étudié les façons dont il se manifestait le plus souvent. Mm-hmm. Donc, c'est ça. On va regarder nos problèmes personnels qui ont causé notre alcoolisme, dans le fond. Comme il disait tout à l'heure, l'alcool était juste un symptôme. Ben, il y a des causes à ça. Il y a des causes, c'est parce qu'on n'était pas bien dans notre peau, qu'on avait un mal-être intérieur. Donc, on va regarder pourquoi. On peut continuer. Le ressentiment est l'ennemi numéro un. Ce sentiment détruit plus l'alcoolique que toute autre chose. Il donne lieu à toutes les formes de maladies spirituelles, car nous étions atteints non seulement mentalement et physiquement, mais spirituellement aussi. D'ailleurs, quand la maladie spirituelle n'y est plus, nous nous relevons physiquement et mentalement. Pour examiner nos ressentiments, nous avons inscrit ceux-ci sur une feuille. OK, c'est beau. On va arrêter là pour tout de suite. Donc, on débute dans le gros livre la section qui parle du ressentiment. Et le ressentiment, on peut considérer que c'est un jugement qu'on a porté sur des événements, des situations ou des personnes, même si on n'avait pas toutes les données pour juger, même si on n'avait pas toutes les informations nécessaires pour juger la situation ou la personne. Tu sais. Je juge quelqu'un comme étant pas correct, mais est-ce que je connais son histoire? Est-ce que je sais d'où elle vient? Est-ce que je sais par où elle a passé? Non. Alors, je juge sur des informations très sommaires que je peux voir, que je perçois. Je juge à partir de mes perceptions personnelles. C'est bien important. Le ressentiment, on compare souvent ça à un poison. C'est un poison que je prends en espérant que l'autre va en souffrir. Pourquoi un poison? Parce que ça mine l'âme. Okay? La mienne, pas celle de l'autre, la mienne. OK?
Ils disent quand la maladie spirituelle n'y est plus. En anglais, ce qu'ils veulent dire plutôt que la maladie spirituelle est surmontée, nous nous relevons. Puis l'ordre dans lequel on se relève, il est différent en anglais. En anglais, ils disent nous nous relevons mentalement. On se relève mentalement en premier et ensuite le physique va suivre. OK? Donc là, à la page 73, le reste, il nous donne comment faire l'inventaire. On va y revenir tout à l'heure quand on va regarder, on va travailler avec le guide que je vous ai envoyé. On va aller à la lecture, dans la lecture à page 74, Nicole, le premier paragraphe après le tableau. Là. Nous avons passé notre vie en revue. OK. Nous avons passé notre vie en revue. Rien n'avait plus d'importance que d'être précis et honnête. Puis nous avons soigneusement analysé ce qui en ressortait. Nous avons d'abord remarqué que notre entourage et le monde entier avaient souvent tort. Nous n'étions jusque-là jamais allés plus loin que de conclure que les autres étaient fautifs. Il en résultait naturellement qu'ils continuaient de nous causer du tort et de nous irriter. Parfois, il nous arrivait d'avoir des remords, ce qui revient à dire que nous nous irritions contre nous-mêmes. Mais plus nous nous efforcions d'imposer nos volontés, plus les choses s'aggravaient. Comme à la guerre, le vainqueur ne l'était qu'en apparence. Nos moments de triomphe étaient brefs. OK. Quand ils disent que excusez, nous nous irritions contre nous-mêmes, c'est que, excusez, il va falloir que, c'est que s'irriter contre soi-même, c'est de la culpabilité. Tu sais, faire du ressentiment, c'est du ressentiment contre soi, la culpabilité. OK, on peut continuer la lecture, s'il te plaît? Oui, une chose est claire, celui qui vit dans le ressentiment profond finit par mener une existence futile et malheureuse. Dans la mesure exacte où nous nous laissons aller à ce sentiment, nous gaspillons un temps précieux qui autrement pourrait être employé avec profit. Mais pour l'alcoolique, dont le salut dépend du maintien et de l'évolution de son expérience spirituelle, le ressentiment est extrêmement grave. Il nous est même fatal car en cultivant notre rancune, nous nous coupons de la lumière de l'esprit. La démence de l'alcool revient et nous recommençons à boire. Et pour nous, boire, c'est mourir. Alors, ce paragraphe-là est bien important, moi, je trouve, parce que c'est vrai que quand on vit dans le ressentiment profond, on n'est pas heureux. Je le sais pour l'avoir expérimenté, tu sais, je l'ai fait du ressentiment en masse, puis j'étais pas heureuse avec ça, pas tout. Parce que même si tu penses toujours que ton ressentiment est justifié, tu vas te sentir coupable de faire du ressentiment pareil. En plus de faire du ressentiment envers l'autre, de ne pas filer bien avec ça, tu vas te sentir coupable. Puis, ils nous disent que notre salut, c'est-à-dire on pourrait dire notre sobriété, dépend du maintien et de l'évolution de notre expérience spirituelle. Donc, pour nous, le ressentiment est très grave. Il y a beaucoup d'exemples dans le mouvement de gens qui ont commencé à faire du ressentiment, puis qui l'ont entretenu, qui n'ont pas lâché le ressentiment, puis ils ont retourné boire. Parce que, justement, ils ne sont pas bien dans leur peau, puis ça nous porte à chercher une solution pour apaiser notre mal-être intérieur. Donc, c'est là que la demande de l'alcool revient. OK, on peut continuer. Oui. Si nous voulions vivre, nous devions nous libérer de la colère. Les crises et l'irritabilité ne sont pas pour nous. Les gens normaux peuvent peut-être s'offrir ce luxe douloureux, mais pour les alcooliques, c'est un poison.
Mhm. Euh, ça vient à l'encontre de bien des choses qu'on entend, euh, comme d'exprimer notre colère. Exprimer la colère sur le coup d'une émotion, juste sur le coup, puis passer à autre chose après, ça peut être pas si pire. Mais le problème, c'est la colère qu'on entretient puis qu'on garde à l'intérieur de nous. OK? Continue. Oui. Nous sommes retournés à notre liste, car la clé de notre vie future s'y trouvait. Nous étions disposés à l'examiner dans un esprit totalement différent. Nous avons constaté que nous nous étions vraiment laissés dominer par le monde et par nos semblables. C'est pourquoi les travers des autres, qu'ils fussent réels ou imaginaires, pouvaient effectivement nous tuer. Comment échapper au danger? Il était clair que nous devions dominer nos ressentiments, mais comment y parvenir? Pas plus que pour l'alcool, nous ne pouvions nous contenter d'espérer qu'il disparaisse. Mhm. Donc, pour dominer nos ressentiments ou maîtriser nos ressentiments, excusez, on a besoin de l'aide d'une puissance supérieure aussi. Puis, on a besoin de faire le travail qui est proposé pour l'inventaire des ressentiments parce que ça nous permet de voir vraiment, d'avoir une image claire de ce qu'on a comme ressentiment. Puis, en voyant ça, on peut choisir de s'en libérer avec l'aide de Dieu. On peut continuer? Voici ce que nous avons fait. Nous nous sommes rendus compte que ceux qui nous avaient causé du tort pouvaient être malades spirituellement, même si leurs symptômes et les ennuis qu'ils nous causaient nous irritaient, ils étaient, tout comme nous, des malades. Nous avons demandé à Dieu de nous aider à leur démontrer la même tolérance, la même pitié et la même patience que nous aurions été heureux de témoigner à un ami malade. Lorsqu'une personne nous blessait, nous nous disions, elle est malade. Que puis-je faire pour l'aider? Mon Dieu, gardez-moi de la colère, que votre volonté soit faite. Mhm. Donc, ici, il nous donne en fait la solution pour pour le ressentiment ou pour la colère. On demande de considérer l'autre personne comme malade spirituellement, comme nous autres, comme moi. Et c'est ça, ça aide à les voir autrement. On va voir tout à l'heure le concret comment on va faire ça. On peut continuer? Nous évitions la vengeance et les disputes, comme nous l'aurions fait avec une personne malade. Si nous n'avions pas agi ainsi, nous aurions perdu nos chances de nous rendre utiles. Nous ne pouvons pas venir en aide à tout le monde, mais au moins, grâce à Dieu, nous apprenons à être bons et tolérants envers tout et un chacun, tout un chacun. Mhm. OK. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'objectif, d'être bon et tolérant envers tout un chacun, envers tout le monde. On va y arriver. On va y arriver avec la pratique, avec la pratique du mode de vie, puis avec l'aide d'une puissance supérieure. Fait qu'on va arrêter là la lecture pour cette fois. On va passer au guide que je vous ai envoyé pour la quatrième étape. On va prendre la première page de guide pour l'inventaire de mes ressentiments. Ceux qui ne l'ont pas en main, tâchez de suivre de la meilleure façon possible. Puis, on va si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez mettre dans le chat votre adresse email et Guylaine va pouvoir vous l'envoyer. OK? Fait que envoyez ça dans le chat. Vous pouvez l'envoyer directement à Guylaine dans le chat. Donc, pour l'inventaire des ressentiments, j'ai mis là une prière qui est tirée du texte du gros livre qui dit ceci. Mon Dieu, aide-moi à faire face aux obstacles qui m'ennuient et à éliminer tout ce qui me bloque de la lumière de ton esprit. Pour débuter notre inventaire, on nous demande de faire la liste de tous les noms de toutes les personnes envers qui on a fait du ressentiment. Donc, les personnes, les institutions ou les principes qui ont fait l'objet de mon ressentiment.
Puis, c'est sûr que mon nom doit apparaître en dernier sur la liste. Donc, ça, vous faites ça sur une feuille de papier, vous listez les noms. Si vous voulez avoir un aide-mémoire, je n'ai fourni un à la page 3 du petit document que vous avez entre les mains. C'est une liste de personnes que peut-être vous pouvez avoir fait du ressentiment. Les frères, les beaux-frères, les hommes, ma mère, la belle-mère. Oh, j'ai pas mal listé, il y a pas mal de suggestions, de catégories de personnes que vous pouvez regarder. J'ai aussi listé des institutions envers lesquelles on peut faire du ressentiment et des principes. Alors, durant l'atelier, le reste de l'atelier aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on fasse, on va regarder les explications sur la façon de le faire, puis on va faire un exemple pour chacune des catégories. On va faire un exemple d'une personne. Je suggère qu'on fasse maman. Alors, moi, je vais vous indiquer ce que j'ai sur maman, puis s'il y a des personnes qui veulent ajouter des choses sur leur maman à eux, vous avez, ça serait le fun d'avoir d'autres idées aussi, pas juste les miennes. Donc, une fois qu'on a la liste des noms, tous les noms, on prend un nom, le premier nom sur notre liste où il y a une de mes filleules, ce qu'elle fait, elle a écrit les noms sur des petits papiers, elle a mis dans un pot, puis elle pige un petit papier pour éviter de faire ça. Tu sais, ça dépend comment chacun veut le faire, là. Il y en a qui font ça avec toute la famille en premier, les amis ensuite, en tout cas, etc. Alors, on peut faire ça, ta liste, elle t'appartient, puis la façon de prendre chaque personne, après de faire l'inventaire pour chaque personne avec qui tu as fait du ressentiment, ça t'appartient. Donc, on va écrire ensuite, on va prendre une feuille de papier lignée et on va le faire sous forme pas sous forme de tableau. Dans le gros livre, vous voyez à la page 73 que c'est fait sous forme de tableau. Sauf que l'inconvénient de ça, c'est que tu vas avoir une colonne qui va avoir juste une ligne, tu vas avoir une autre colonne qui peut prendre une page complète. Puis bon, ça fait que c'est plus compliqué à faire, je trouve, de cette façon-là. Je préfère le faire personnellement en mettant les causes. J'écris cause, j'écris le nom de la personne. Dans le haut de la feuille, le nom de la personne. Ensuite, j'écris dans la marge de gauche, cause, et ensuite, je vais lister les causes. Puis là, ça va être des phrases courtes. Ça ne sera pas un roman. OK? On n'a pas à faire un roman. Alors, dans les causes, pour alimenter votre réflexion, c'est les questions qui sont là. Pourquoi je fais du ressentiment? Souvent, c'est parce que je n'ai pas eu ce que je voulais ou parce que j'ai ressenti des blessures émotionnelles ou physiques. Ça peut être souvent relié à l'égoïsme ou l'égocentrisme. Du côté droit, j'ai mis les blessures. Vis-à-vis de chacune des causes, tu peux indiquer quelles sont les blessures qui ont été activées dans ces événements-là. Les 5 blessures sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. C'est les principales blessures. Alors, moi, ça m'a aidé beaucoup à identifier qu'est-ce que c'est. Pourquoi j'ai fait du ressentiment? J'ai fait du ressentiment parce que j'ai été blessée à quelque part. Fait que ça m'a aidé à me pardonner à quelque part d'avoir fait du ressentiment de ce genre. Tu sais. Ensuite, je me demande pourquoi étais-je en colère envers cette personne, institution ou principe? Qu'est-ce qui m'a fait souffrir? Qu'est-ce que cette personne ou institution a fait qui m'a blessé, déplu, insulté, menacé ou dérangé? Quels étaient les jugements que j'ai portés contre cette personne, institution ou principe? Alors, là, ce que je me sens coupable ou que j'ai de remords, il s'agit de ressentiment envers moi. OK? Donc, si on fait un exemple de ça, le premier exemple, on a dit que ce serait moment. Donc, dans les causes pour moment. Oui, Nicole? Juste une petite question, la liste des noms, est-ce qu'on remonte, mettons, comme dans notre tendre enfance ou... Bonne question. Tu remontes le plus loin que tu peux te rappeler. Tu sais, on ne force pas. Tu mets les noms que tu te rappelles, que ça provienne de ton enfance ou de ton adolescence ou adulte, peu importe. Tous les noms des personnes envers qui tu as fait du ressentiment.
Ça, c'est je dirais, ta première, quatrième étape. Ton premier inventaire, tu vas lister tous les noms, même si tu crois que tu ne fais plus de ressentiment envers cette personne-là. Je te suggère de le mettre pareil parce que des fois, tu vas t'apercevoir que peut-être qu'il en reste un peu. OK? OK. Donc, ça, c'est la première fois que tu fais un inventaire. Par la suite, tu n'auras pas besoin nécessairement de remettre tous les noms de toutes les personnes. Si c'est vraiment réglé, tu es sûr. Donc, on ne met pas tous les noms, la deuxième ou troisième ou suivante, inventaire suivant. OK? OK, parfait. Merci. Donc, pour le moment, là, on écrit des phrases courtes, c'est pas un roman. Moi, ce que j'avais mis dans les causes, elle m'avait laissé dehors pour une nuit durant l'été avec mon frère et mes sœurs, j'avais environ 6 ans. Et les blessures, j'avais la trahison, le rejet et l'injustice. Une autre cause, elle se fâche souvent et elle crie. Ça me traumatise, peu importe qu'elle crie après moi ou après mes frères et sœurs. Donc, là-dedans, j'avais trouvé les blessures de rejet et d'injustice. Une autre cause, elle est très exigeante. Je ne peux jamais la satisfaire. J'avais eu 95 sur 100 pour un examen et elle m'a dit que j'aurais dû avoir 100. Donc, dans les blessures, il y avait le rejet et l'injustice. Je vous suggère en passant, si vous voulez mettre, faire comme si vous faisiez votre inventaire sur votre mère. Si vous voulez l'écrire vous-même, s'il y a des choses qui vous montrent pendant qu'on fait cet exercice-là. On était pauvres, elle était très insécure financièrement et matériellement. Elle nous partage ses peurs. Alors, moi, je me sentais humiliée d'être pauvre, tu sais, de ne pas être habillée comme les petites filles du village qui avaient l'air riches, selon moi. L'autre, lorsque mon frère Jacques est venu au monde, j'avais 5 ans et demi, j'étais la préférée. J'ai perdu ma place de petite dernière. Donc, à un moment, elle est devenue très centrée sur le petit frère. Donc, j'ai vécu du rejet et de l'injustice. Elle critique souvent mon père. Puis, c'est ça. Donc, il y avait plusieurs choses. Je l'avais jugée aussi comme étant une mauvaise mère. Je lui en voulais tellement que je rêvais qu'elle n'était pas ma mère. Je ne lui parlais pas de mes problèmes parce que je ne voulais pas me faire critiquer, puis tu sais, je n'étais pas proche de ma mère. Donc, il y avait du rejet et de l'injustice là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres exemples? Des causes? J'en aurais une. Ben, je ne sais pas dans quelle catégorie que ça. Tu sais, dans quelle blessure, mais j'étais l'aînée de famille. Puis, euh, je me sentais obligée de tout le temps l'aider à prendre soin de mes frères et sœurs, tu sais. Mhm, Fait que c'est comme si j'avais perdu ma place d'enfant très tôt. mhm, Tu sais, il fallait que je sois responsable, puis elle me disait, t'es responsable quand tu m'aides, t'es fine quand tu m'aides. Fait que moi, mhm, pour lui plaire, ben, je faisais comme mhm, des pieds puis des mains, tu sais. Fait que quelle blessure ça me mhm, responsabilisé trop jeune ou mhm, elle m'a abandonnée comme enfant parce qu'il fallait que je sois plus grande. mhm. Puis, Puis il y a une forme d'injustice aussi, dans le sens que tu n'as pas pu vivre ton enfance normalement, parce qu'il fallait que tu sois responsable. OK, OK. OK? Un autre exemple? Oui. Oui, Diane? Moi, j'ai marqué peu présente. Maman était souvent hospitalisée, que c'était des bonnes qui nous élevaient, là. Puis ça, je sais que ça m'a dérangé beaucoup. J'avais l'impression à chaque fois qu'elle m'abandonnait, qu'elle nous abandonnait puis qu'elle nous laissait là. Mhm. Puis que j'étais trahie aussi. Tu sais, OK. parce qu'elle me disait des choses, puis whoop, elle disparaissait, là. Tu sais, à Mhm. l'époque, on n'avait pas le droit d'aller à l'hôpital quand on était jeune, hein. Que OK. moi, j'avais vraiment l'impression d'être abandonnée. Mhm. Ça, j'ai découvert ça récemment. Le fait qu'elle n'était pas toujours présente. Mhm. J'ai vécu un grand sentiment d'abandon.
Mhm, Le jour que c'est arrivé pour de vrai, c'est ça, ça remue les émotions en l'enfer, hein. mhm, c'est Que ça. c'est ça, peu présente, puis c'était vraiment l'abandon que j'ai ressenti. Puis Mhm. pourtant, elle ne nous abandonnait pas vraiment. Ouais, mais pour un enfant, ça a l'air de ça. Fait que c'est ça qu'il vit. Tu sais. Les Ouais, enfants n'ont pas la capacité de comprendre tout ça, tu sais. non, aujourd'hui, je comprends, là, mais à l'époque, non, je comprenais pas. Mhm. Fait C'est ce que je que, voulais dire. mhm. Puis il y a peut-être aussi là-dedans, de la trahison que tu as parlé, Oui, puis il y a peut-être l'injustice aussi. Parce que qu'une mère soit pas là pour ses enfants, ça peut paraître injuste. OK. Merci. Chantal? Oui, moi, ma mère, il y avait beaucoup de chicanes, moi, là, avec elle quand j'étais jeune. Puis quand je suis arrivée au secondaire, ben moi, j'ai commencé à répliquer sur le même ton, en criant moi aussi, avec les mêmes, un peu, vraiment le même ton, avec des méchancetés. Puis moi, c'était pas. Il y avait juste moi qui me chicanais avec ma mère. Mon frère puis ma sœur, non, on aurait dit que eux, les choses passaient plus doucement. Puis c'est à cette époque-là que ma mère a commencé à me dire, c'est ma maison. Puis si ça fait pas ton affaire, t'as juste à t'en aller. Mhm. Fait que moi, à partir de 12 ans, c'était toujours, tu sais, c'était la solution. Puis ça, je me suis fait répéter jusqu'à ce que je quitte la maison pour de bon. Mhm. Fait que ça fait que dans la famille, surtout avec ma mère, ben, ça me faisait vivre beaucoup de rejet. Mhm. Puis il y avait aussi beaucoup d'injustice aussi, vu que c'était Mhm. pas comme ça avec mon frère et ma soeur. OK. C'est bon. Puis à travers ça, il y avait aussi un petit peu d'humiliation parce que des fois, c'était fait devant les autres. Ouais. Ouais. Mhm. Oui. Fait que ça, puis quand c'était fait devant les autres, ça, j'osais pas répliquer. Mhm. OK. Ouais, c'est sûr. Devant tes frères, ton frère et ta sœur, ça pourrait, tu peux répliquer, mais quand c'est de la famille autre ou que des autres, Exact. c'est plus difficile. Ah. Oui. OK. Merci, Chantal. Marie-Christine? Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Moi, ça serait probablement plus ce côté trahison, mais trahison que ma mère m'obligeait de faire envers mon père. Elle m'obligeait j'allais espionner mon père les soirs. Elle me demandait d'y mentir. Fait que je sais pas si ça peut rentrer, mais le fait que ma mère m'obligeait comme à aller à cacher puis à trahir mon père. OK. Oui. Oui, à trahison. Il y a, moi, je vois l'injustice aussi. C'est pas juste, c'est pas un comportement juste que de faire ça, tu sais, à t'obliger à faire, à mentir puis à espionner, là. Il y a de l'injustice là-dedans aussi. Est-ce que tu Voilà. te sentais humilié par ça? Pas humiliée, vraiment, je me sentais malhonnête. Oui. Euh, je me sentais vraiment malhonnête d'être obligée d'aller. Mhm. Elle soupçonnait de la tromper, donc il fallait que je parte avec elle en voiture, que j'aille espionner sur les barres de motels, sur les barres de fenêtres. Puis Mhm. quand ça allait été le temps après ça, que ce soit elle qui le trompe, ben, il y avait un homme qui rentrait dans la maison le lundi, puis il repartait le jeudi, puis moi, il fallait que je cache ça. J'avais pas le droit de parler, il fallait jamais que je dise rien. Il fallait que je fasse comme si de rien n'était dans la maison, là. Mhm. Oui. Mon- Au côté, là, d'être obligée d'être malhonnête envers mon père, puis la trahison que je Mhm. faisais en même temps, là. C'est ça. Dans le fond, elle t'obligeait à trahir quasiment. Tu sais. Ouais, C'est ça. Fait que elle te trahissait aussi en faisant ça. Mhm. C'est ça. C'est le sentiment que tu devais avoir. Oui. OK. Merci, Marie-Christine. Ça répond-tu? ouais, merci. Oui. OK. C'est beau. Donc, une fois qu'on a identifié toutes les causes qui montent, on peut laisser un peu d'espace additionnel sur notre feuille pour être capable d'en rajouter plus tard. On va identifier, oui, les domaines qui ont été affectés dans notre vie. Alors, quels domaines ont été affectés? Il y a le gros livre nous parle de l'amour-propre ou l'estime de soi. On peut se poser comme question, est-ce que ça a affecté l'évaluation que j'ai de moi-même ou la façade que je présente au monde? Tu sais, comme dans l'exemple de Marie-Christine tout à l'heure, ça affecte l'amour-propre, effectivement, parce que puis l'estime de soi, tu sais, c'est pas ce qu'on voudrait faire, c'est pas ce qu'on voudrait être. Est-ce que le rôle que je jouais à ce moment-là était menacé? Alors, j'identifie ça.
Je peux mettre une petite précision si je veux, comment ça m'a affecté. Mais ce qui est important, c'est les domaines affectés. Pas pour chacune. Tu n'as pas besoin de mettre les domaines affectés pour chacune des causes, mais s'il y a une des causes qui a affecté l'amour-propre, tu le mets, l'amour-propre. OK? S'il y en a 5, 6, tu n'en mets pas 5, 6 fois, tu ne multiplies pas par 5, là. Amour-propre multiplié par 5, mais c'est juste pour identifier quels domaines de ta vie ont été affectés. Ensuite, on regarde la sécurité matérielle et financière. Est-ce que cela a menacé mes finances ou mes possessions? Est-ce que ça a affecté ce que je croyais avoir besoin pour me sentir bien? Argent et possession. Par exemple, sécurité matérielle et financière, moi, c'était le linge que je portais, c'était toujours fait par maman ou c'était du linge qui arrivait de mes sœurs, mes 2 sœurs qui étaient plus vieilles. Fait que ça affectait ma sécurité matérielle dans le sens que je n'étais pas fière de ce que je portais sur le dos. Sécurité émotionnelle, est-ce que ça a affecté ma sécurité émotionnelle? En passant, là, j'ai mis les abréviations. Quand tu fais ton inventaire, tu n'as pas envie d'écrire tout le texte amour-propre et estime de soi à chaque fois. Moi, j'écrivais AP, puis SM pour sécurité matérielle, SE, sécurité émotionnelle, etc. Donc, la sécurité émotionnelle, est-ce que ça a affecté ma sécurité émotionnelle? Est-ce que cela a menacé mes attentes pour de l'attention ou de l'amour? Donc, sécurité émotionnelle, est-ce que je me sentais valorisée ou si je me sentais dévalorisée? Ça vient à ça aussi. Est-ce que ça a affecté mes ambitions? Mes ambitions ou mes attentes ont été menacées. Ce que je voulais, c'est pas produit ou ne se produira pas selon mes plans ou désirs. Est-ce que ça a affecté mes relations personnelles avec cette personne-là ou avec l'institution? Relations personnelles avec un principe, c'est plus difficile. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Est-ce que cela a affecté mes relations avec les autres personnes ou institutions? Et les relations sexuelles. Est-ce que ça a affecté mes relations sexuelles, officielles ou secrètes, ça n'a pas d'importance, avec cette personne ou avec d'autres? Donc, si je reprends l'exemple avec maman, pour moi, les domaines affectés, il y avait l'amour propre. J'ai cherché à fuir sa présence le plus vite possible. J'ai choisi d'être secrétaire et même si ce n'était pas ce que j'aurais voulu faire. Ça, j'aurais pu mettre ça dans mes ambitions plutôt que... Oui, c'est les ambitions, excuse. AM, c'est les ambitions. L'amour-propre, j'étais jamais correct. C'est ce que je croyais. Tu sais, dans ce qu'elle me disait, là, c'était toujours des critiques, des reproches. Alors, pour moi, ça a affecté mon amour-propre. Ensuite, ça a affecté mes relations personnelles avec elle. Je n'étais pas proche d'elle. Puis aussi, j'avais de la difficulté avec l'autorité. Mes relations sexuelles, suite à un événement que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, j'avais de la difficulté aussi. Parce que l'exemple qu'elle m'avait donné, ça n'avait pas l'air drôle, ça n'avait pas l'air intéressant, les relations sexuelles, crée-moi. Ma sécurité émotionnelle, je me sentais souvent rejetée, pas aimée, pas désirée. Ça a été très présent. Sécurité matérielle, j'étais très insécure matériellement. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus, dans ce qui vous a affecté par votre mère chez vous? Oui, Sophie. Merci beaucoup pour ces beaux échanges. J'aimerais avoir un exemple de qu'est-ce qui nous amène à une insécurité matérielle et financière qui vient d'un ressentiment. OK. Ce serait de la honte, par exemple? Oui, il y aurait de la honte pour les vêtements que je te parlais tout à l'heure. Il y avait, moi, c'était aussi le fait qu'on était pauvre. Donc, la sécurité matérielle. Tu sais, ma mère, je voyais qu'elle était insécure, puis que il fallait ménager sur tout. C'était OK, vraiment... ouais, je comprends. Oui, fait que ça a affecté ma sécurité matérielle. Ça va? Merci. Bienvenue. Nicole? Oui, merci. Pour les relations sexuelles, là, comme ma mère, moi, était très, 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 très prude. Puis, notre éducation de ce côté-là, moi, j'ai appris à la petite école là, que il ne fallait pas coucher avec un homme avant de se marier, puis ces affaires-là. Mais le fait qu'elle était prude,
puis que tout était caché, Hum. est-ce que ça aurait pu donner que j'ai des problèmes sexuels plus tard, tu sais, Mhm. comme Oui, oui. OK, OK, Ça m'a causé des problèmes. Moi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais j'avais lu une lettre qu'avait écrite à Popek qui parlait des relations sexuelles, puis c'était vraiment pas drôle, tu sais. Fait que moi, mon idée des relations sexuelles n'a pas été très, très bonne. Fait que ça a OK, affecté les relations sexuelles. Mm. OK. On entend à la maison par rapport à la sexualité, des fois, ça peut être juste le fait des blagues grossières, puis il y avait les blagues cochonnes dans le temps, là. Ça peut te rebuter un petit peu de la sexualité aussi. Oui. OK, OK? merci. Merci, Nicole. Sylvie? Ah, salut. Hey, moi, je voulais donner un exemple d'insécurité financière, là. Moi, ma mère, elle me faisait appeler mon père pour avoir sa pension. Tu sais. Puis elle dit, appelle ton père, on n'aura pas assez d'argent pour faut que j'aille faire ma commande, puis tout. Fait que, tu sais, écoute, c'est sûr là, que j'étais insécure. Tu sais, ça m'a amené beaucoup d'insécurité. Mhm. Oui, Ça, je comprends. oui, beaucoup, beaucoup. Puis elle calculait tout, là, puis Mhm. c'était quelque chose. Mhm. Oui, c'est beau. Merci. Moi, Merci. j'aurais aussi, par rapport à mon père, j'aurais pu en trouver un que j'ai su plus tard que mon père ne donnait pas toute sa paye à maman. Il donnait seulement un montant fixe, puis il fallait qu'elle s'arrange avec ça. Ça fait qu'elle a, comme on disait dans le temps, elle a tiré le diable par la queue parce qu'elle n'avait pas beaucoup pour fonctionner avec les. Parce que mon père n'était pas là, ça fait que c'est pas lui qui payait ces moments. C'est ça. OK, merci. Après les domaines affectés, on a les peurs. Alors, la question à se poser là, c'est quelles étaient mes peurs face à cette personne, institution ou principe, ou face à ces situations? Alors, moi, ce que j'ai identifié comme peur face à un moment, il y avait en passant, si, ben c'est ça. Les blessures que tu as identifiées face à, en rapport avec les causes, là, si tu as vécu une blessure de trahison, tu vas avoir peur d'être trahi par la suite. Si tu as vécu une blessure de rejet, tu vas avoir peur du rejet. Et chacune des blessures, c'est la même chose. Fait que pour chacune des blessures que tu as identifiées, si tu as identifié les 5 blessures, tu vas avoir peur de les subir. Alors moi, j'avais les blessures, je les avais les 5, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Il y avait aussi la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être correct, la peur de ne pas être désiré. Je ne me sentais pas désiré. J'ai eu peur de ne pas être désiré. Il y avait l'insécurité matérielle, émotionnelle. C'est une peur de manquer quelque chose matériellement. Puis j'avais peur d'elle aussi, c'est bien sûr. Moi, j'ai eu peur de maman. Quand elle criait ou qu'elle se fâchait, j'avais l'impression que c'était une bombe qui tombait dans la maison. Tu sais. Que ce soit qu'elle se fâche après moi ou après un autre, c'était la même chose. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Juste un petit commentaire. Ta vie, Jocelyne, avec ta mère, elle ressemble beaucoup à la mienne. Mais on n'est pas supposé de revenir. Mais oh my gosh. OK. Merci. D'autres commentaires? Oui, Chantal. Mais tu vois, dans les peurs, moi aussi, face à ma mère, j'avais une mère qui criait beaucoup, puis moi, ça me faisait là, peur, là, enfant, j'en tremblais en dedans. Ma mère, je la voyais comme une grande autorité, là, c'était elle le boss. Puis quand elle a commencé, comme je disais, plutôt à me dire de m'en aller, moi, ça me rendait insécure parce que des fois, elle venait tellement fâchée, j'avais peur qu'elle me mette dehors, qu'elle exécute sa menace. Fait que ça amenait vraiment une grande insécurité de je vais aller où. Puis ça pouvait arriver à tout moment parce qu'elle se fâchait vraiment n'importe quand. Il y avait rien qui pouvait préparer à ça. OK. C'est beau. Merci, Chantal. Joanne? Salut tout le monde, Joanne alcoolique toxicomane. Moi, j'ai déjà fait une 4 et 5 par rapport à mes parents. Puis aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas pardonné à mon père par rapport à son alcoolisme. Le fait que, à cause de son alcoolisme, ben,
Ma mère le met à la porte parce qu'il ne donnait pas de pension, tu sais, il ne donnait pas ses payes, il buvait. Fait qu'elle le met à la porte. Puis, ben, j'ai manqué d'un père dès l'âge de 5 ans. Puis par la suite, ma mère m'a fait garder un peu partout pour aller travailler. Fait qu'à quelque part, j'en veux à l'alcoolisme de mon père. J'ai pas pardonné. Mhm. Ça me nuit encore aujourd'hui. Mhm. C'est ça. On va y arriver à voir comment on peut pardonner, Joanne. OK. Merci. 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 OK. Donc, on arrive justement à la section que j'ai appelée Nouvelle compréhension. Parce que dans le gros livre, il nous demande, vous vous souvenez, dans la lecture qu'on a faite, il nous disait de regarder les choses autrement. Alors, la nouvelle compréhension, c'est ça. Je vais regarder ce qui s'est passé, je vais regarder le moment d'une autre façon. Excusez. Donc, les questions à se poser pour envers une personne ou une institution. Est-ce que je crois que cette personne ou institution était malade spirituellement? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, malade spirituellement? Ça veut dire que la personne était souffrante. Souffrante, c'est le mal-être intérieur. Est-ce que tu pouvais voir chez ta mère le mal-être intérieur qui transparaissait dans ses actions? Quelqu'un qui crie tout le temps puis qui se fâche tout le temps, tu penses-tu qu'elle est bien dans sa peau? Ou si tu penses qu'elle était souffrante? Elle était souffrante, c'est sûr. Est-ce que tu crois que, parce que là, je dis, peut-être que j'ai perdu ma place, ignorante. Cette personne était-elle ignorante? Ignorante, ça veut dire, moi, je considère que dans ce que j'ai fait, que je ne suis pas fière, à ce moment-là, je ne savais pas comment faire autrement. Ou si je le savais, j'étais absolument incapable de le faire, donc impuissante. OK? Je dis souvent à quelqu'un, si j'avais su faire autrement et si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. Tu comprends? Et je crois que chaque personne qu'on a rencontrée dans notre vie était dans ce cas-là. Si la personne avait su faire autrement ou si la personne avait pu faire autrement, elle l'aurait fait autrement. Tu comprends? Donc, est-ce que je considère que cette personne était malade spirituellement? Souffrante, ignorante, impuissante. Tout comme moi. Moi, je me suis vue comme ça. Ça m'a aidé énormément à me pardonner. C'est un autre regard. Au lieu de voir la personne comme étant coupable de ce qu'elle a fait, comme étant une personne qui n'était pas correcte, c'est de la voir comme étant malade spirituellement. Puis ça change mon regard, ça change ma façon de la voir, puis ça va me permettre de pardonner, d'en arriver au pardon. Alors, quels sont les signes qui pouvaient démontrer que cette personne ou institution était malade spirituellement? Si elle faisait du ressentiment, comme moi, si elle était bourrée de peur, de l'égoïsme, si elle était égoïste, il y avait de l'orgueil, la colère, l'envie, la jalousie, la gourmandise, la paresse, la recherche du pouvoir, une sexualité déviée ou débridée. Et aussi, une autre question qu'on peut se poser, si je connais suffisamment la personne, naturellement, est-ce que des événements de son passé peuvent expliquer sa façon d'agir? Est-ce qu'elle s'est sentie trahie, rejetée, abandonnée, humiliée, traitée injustement? Alors moi, par rapport à moi, ce que j'ai vu, je peux dire aujourd'hui qu'elle était malade spirituellement. Elle était bourrée de ressentiment, elle était bourrée de peur aussi. Elle me contait des affaires à un moment donné. On restait dans le fin fond de la campagne. Elle nous élevait toute seule. Papa travaillait toujours à l'extérieur. Puis il y avait comme la fois qu'elle nous a laissés dehors pour une nuit, là, c'est parce qu'elle était morte de peur parce qu'on était arrivé trop tard le soir. Puis elle avait peur parce qu'il y avait des loups dans le bois à côté de chez nous, puis des ours. Fait que tu comprends-tu que quand il a commencé à faire noir et qu'on n'était pas revenu, elle a paniqué. Puis la panique, ça a fait la colère a monté en arrière, tout de suite. Elle avait aussi beaucoup d'orgueil. Elle se comparait beaucoup. Il fallait toujours que ça soit impeccable, qu'elle paraisse bien, puis qu'on paraisse bien. Et beaucoup de colère aussi. Donc, ça, c'est ce qu'elle était. Et dans les événements qui pouvaient expliquer, elle a été élevée par une mère autoritaire aussi.
puis une mère autoritaire qui les élevait tout seul, comme elle a fait, dans le fond. Elle a répété l'histoire. Son père est décédé quand elle avait 14 ans. Ils étaient très pauvres. Ils ont vécu la Grande Dépression, 1929 à 1939. Donc, ça expliquait pourquoi elle ménageait sur tout, puis en fait, elle n'avait pas suffisamment d'argent pour... en tout cas, elle en a eu assez parce qu'on a quand même... on n'a jamais manqué de nourriture, là, puis on n'a jamais manqué de vêtements ou de quoi que ce soit, vraiment, mais c'était restreint comme moyen. Puis, dans la nouvelle compréhension, moi, j'ai ajouté, quant à moi, je n'ai pas fait tellement mieux qu'elle les derniers temps de mon alcoolisme. Tu sais. Fait que c'est de regarder les choses autrement pour me permettre d'arriver au pardon. Fait que c'est ça. Y a-t-il d'autres exemples par rapport à moi? D'autres nouvelles compréhensions que vous pouvez voir aujourd'hui? Oui, Chantal? Ah, ton micro est fermé, Chantal. Désolée. Moi, ma mère venait d'une famille où la religion était épouvantablement présente, là. Ma grand-mère, Dieu et Satan, mais c'était vraiment extrêmement strict. Puis ma mère est partie de la maison à 16 ans. Elle s'est en allée à Toronto, toute seule avec sa petite valise pour aller travailler là-bas. Puis elle n'est jamais retournée chez elle, là. Ça a été un départ définitif. Quand elle a marié mon père plus tard, elle est partie vivre à cause du travail de mon père en Gaspésie. Fait que ma mère, c'est quand même jeune qu'elle a commencé à se débrouiller toute seule. Puis en Gaspésie, elle connaissait personne. Moi, je l'ai su des années plus tard qu'elle a tellement pleuré quand elle nous a eu, moi puis ma soeur, parce que sa famille était loin, qu'elle n'avait pas d'amis, qu'on restait dans un petit village. Puis, je ne sais pas si ma mère, encore aujourd'hui, elle a déjà été heureuse. Euh, Tu sais, je peux comprendre le contexte aussi d'être toute seule avec deux jeunes bébés, la famille qui ne va pas la visiter. Elle est elle-même très jeune. Mes parents nous ont eu début vingtaine. Fait que ça a comme amené un regard sur tout son contexte aussi. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, l'histoire de nos parents, c'est intéressant à connaître pour vraiment comprendre, mieux comprendre. OK? Merci. Donc, aussi, dans la nouvelle compréhension, moi, j'en suis venue à comprendre que ma mère nous aimait. Tu sais, l'histoire qu'elle nous laisse dehors, puis qu'elle a eu peur qu'il nous arrive quelque chose parce qu'elle nous aimait. Elle a eu peur parce qu'elle nous aimait. C'est bien sûr que ça ne s'exprimait pas très bien, son amour, là, mais il y avait de l'amour en arrière de ça. C'est ça. Et le dernier point de l'inventaire, est-ce que je pardonne? Là, j'ai mis une petite note, les deux petits astérix en bas. Là. Le gros livre ne parle pas directement du pardon, pour la 4e étape. Il dit seulement que je dois me libérer de la colère et du ressentiment. Alors, si je suis libéré de la colère et du ressentiment, c'est parce que j'ai pardonné. Hein, on s'entend? Et pour ça, il nous suggère de regarder l'autre comme une personne malade spirituellement et de demander à Dieu de lui démontrer la même tolérance, la même pitié, la même patience. On serait heureux de témoigner à un ami malade. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est ça. Il y a le 12-12, lui, qui mentionne cependant la nécessité du pardon à la 4e et 5e étape. Donc, le 12-12, le livre Les 12 étapes, les 12 traditions, a été écrit après le gros livre par Bill et un autre membre. Et là, c'est plus des explications additionnelles qu'il donne sur les étapes. Puis là, il en parlait du pardon. Je pense qu'il avait réalisé que c'était peut-être un petit manque qu'il y avait dans le gros livre, qu'il n'en parlait pas. OK? Là, donc, le pardon. Excusez, la nouvelle compréhension envers un principe. La seule façon de comprendre, d'avoir une nouvelle compréhension envers un principe, est-ce que je crois que ce principe est vrai ou qu'il est utile pour moi? Okay? Je peux décider qu'un principe ne sera pas bon. On va faire un exemple tout à l'heure d'un principe. Vous allez voir un peu plus ce que ça veut dire. Donc, le pardon envers une personne ou institution. Question à se poser, est-ce que j'ai déjà pardonné à cette personne, institution ou principe? Si je n'ai pas encore pardonné, avec l'aide de Dieu, est-ce que je désire sincèrement pardonner à cette personne ou institution? Et si je ne suis pas prêt, ou si je n'ai pas le désir de pardonner, je peux demander à Dieu de m'aider à lui démontrer la même tolérance, la même pitié, la même patience que j'aurais été heureux de témoigner à un ami malade. C'est un minimum.
je dirais, tu sais, pour en arriver à se libérer. L'objectif, c'est pas de libérer l'autre personne, c'est de me libérer moi, OK? C'est c'est de me sortir de la prison du ressentiment. C'est une prison, je m'emprisonne avec ça, puis je me rends malade aussi, OK? Envers un principe, pardonner, on peut seulement changer d'idée. On peut l'accepter ou le tolérer. Si je ne l'ai pas fait, je devrais demander à Dieu de me donner la force de le faire. Donc, le pardon, moi, par rapport à maman, je lui ai pardonné parce que je sais maintenant qu'elle était malade spirituellement, tout comme moi. Moi, c'est ça que ça a pris, de réaliser qu'elle était malade spirituellement, qu'elle était souffrante, ignorante et impuissante à agir autrement à ce moment-là. Alors, j'ai pu lui pardonner. Ma mère m'a fait une amende honorable juste avant de mourir, puis je ne l'attendais plus, puis je n'avais pas besoin. Mais j'étais contente qu'elle le fasse pour elle, pour se libérer elle-même. C'est ça. Mais je n'ai pas attendu qu'elle me fasse une amende honorable pour lui pardonner. C'est pas nécessaire d'attendre une amende honorable de l'autre personne pour pardonner. Y a-t-il des questions ou des commentaires là-dessus, là, pour le moment? OK. S'il n'y en a pas, on va poursuivre avec un autre exemple. On va prendre un autre exemple, une institution. Et j'ai choisi le gouvernement. Qui n'a pas fait de ressentiment envers le gouvernement? Qui n'a pas fait de ressentiment envers maman? Levez la main ceux qui n'ont jamais fait de ressentiment envers maman. C'est drôle, là, je ne vois pas de main levée. Ah. D'accord. Alors, le gouvernement, les causes. Pourquoi moi, j'ai fait du ressentiment envers le gouvernement? Ils font des règles arbitraires qui sont parfois incohérentes et exagérées. Oh, c'était dans le temps de la pandémie que j'ai fait ça. Le couvre-feu, fermer les restos, enfermer les personnes âgées. Fait que la blessure qu'il y avait là-dedans, parce que je mets des blessures aussi envers une institution. Alors, il y avait la blessure d'injustice. Je considérais ça injuste. Ils nous contrôlent comme ils veulent. Là-dedans, il peut y avoir de l'humiliation et de l'injustice. Ils nous parlent parfois comme si nous étions des enfants. Ça, c'était avec les émissions quotidiennes sur la COVID. Humiliation. Ils nous culpabilisent si on ne respecte pas toutes leurs règles. Bon, le rejet, l'injustice. Ils nous mettent en prison chez nous et on obéit par peur des amendes. Donc, il y avait la trahison pour moi et l'injustice. Est-ce qu'il y a d'autres exemples du gouvernement? Moi, là, j'ai sorti des exemples COVID, pas mal, hein? Mais il y en a bien d'autres qu'on peut mettre là-dedans. Oui, Nathalie. Oui, allô? Oui. Moi, j'en vis une injustice, là, la SAC, là, j'ai de la misère avec eux autres, là, j'ai eu un accident d'auto, là. Et là, c'est ça, tu sais, je t'en maudis parce que je peux pas faire de physio tout de suite parce qu'ils n'ont pas donné le hockey tout de suite. Présentement, mon dossier est encore à l'étude. Puis j'ai vécu ça avec la CCT par avant, j'avais eu un accident d'auto, là, ils m'ont rendu à bout, eux autres, là. Tu sais, j'ai pardonné, mais pas comme toutes, là, tu sais. Il y a des affaires, des fois, qui reviennent. Mais là, la SAC, là, c'est ça. Moi, je les appelle, j'appelle ça des, comment je pourrais dire ça? Voyons, j'ai perdu mon idée, là. La mafia. Caroline, on peut pas rien, tu sais, c'est difficile parce ils ont le monopole, tu sais, ils ont le pouvoir, puis tu peux pas rien faire, là, sans... Puis à cette heure, la SAC, ben, faut que tu commences. Avec eux autres, il faut que tu fasses tes affaires en ligne. Et en ligne, c'est pas toujours évident pour moi. Fait que là, tu sais, c'est encore un autre. J'ai encore comme un autre. C'est. Cause de ressentiment. Hein? Une autre cause de ressentiment. Ah oui, j'en ai dit, oui, oui. Ah oui, carrément, là. Parce que je sais que quand ils ne nous prennent pas tout de suite en main, ben, ton mal, ben, c'est plus long à partir, tu sais. Fait que je sais c'est quoi, tu sais, je l'ai vécu avant, mais là, pas avec la SAC, mais là, avec la SAC, ça fait la même affaire, là. OK. Je suis vraiment déprimée de ça, là. OK. C'est ça. C'est ce que je voulais te dire. OK. C'est un bon exemple. Merci. Dans ce cas-là, tu sais, là, le gouvernement, j'ai mis le gouvernement du Québec au global, là, mais tu pourrais mettre la SAC
faire une feuille pour Ouais. la SAC, puis tu pourrais en faire une pour la CSST aussi, là, séparément. Oh, les deux, je vais faire les deux, c'est sûr. OK, c'est bon. Merci. Merci. Alors, les domaines affectés, ça peut être n'importe quel, là. L'amour-propre, je suis restreint dans ma liberté, dans l'expression de moi-même avec le port du masque. Je suis aussi restreint dans mes déplacements et mes loisirs. Non, ça, c'est les ambitions. Excuse, faut vous m'aider. L'amour-propre, je déteste me faire traiter en enfant. Les relations personnelles, je ne peux pas voir mes amis ni les serrer dans mes bras. Relations sexuelles, ils ont même tenté de s'ingérer dans nos relations sexuelles. Sécurité émotionnelle. L'isolement et la distanciation sociale ont été difficiles pour moi au début. Et la sécurité matérielle, l'économie déficiente peut menacer les placements. C'est cela que j'avais. Y avait-tu d'autres exemples? Non. Alors, ensuite, les peurs. Quelle peur était activée dans ces événements-là, par rapport surtout à COVID, comme je vous disais? Il y avait la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice, parce que je les avais dans les blessures que j'ai identifiées tout à l'heure. Il y avait l'insécurité matérielle et émotionnelle, la peur de leurs décisions, la peur d'avoir une amende, la peur qu'ils soient en train de créer un nouveau modèle de société. Peur de vieillir et d'être enfermé ou de ne pas avoir de service, comme dans les CHSLD. Alors ça, c'était les peurs qui étaient activées là-dedans. Y a-t-il d'autres exemples? Non? OK. Ben, moi, je blâme la COVID parce que c'est là que j'ai commencé à boire le plus. OK. C'est la cause de ton alcoolisme, c'est la COVID? Pas sûr. Mais ça ne l'a pas aidé, c'est sûr. Non, ça ne l'a pas aidé, ça, c'est sûr. OK, merci, Nicole. Une nouvelle compréhension. Le gouvernement, ou n'importe quelle entité du gouvernement, n'importe quelle institution est composée d'êtres humains. Fait que quand on disait tout à l'heure que les êtres humains, la plupart des êtres humains sont malades spirituellement, on peut considérer que dans une institution, il y a beaucoup de personnes malades spirituellement. Donc, moi, je considérais qu'ils sont malades spirituellement. Ils sont remplis de ressentiment envers les récalcitrants. Ça a créé une sorte de paranoïa, je trouve, envers les gens qui ne voulaient pas suivre leurs règles. Exemple, quelqu'un qui ne voulait pas se faire vacciner était traité quasiment en paria. Ça a créé aussi la peur, beaucoup, la peur du COVID, la peur de la maladie. Ils l'avaient, eux autres aussi, là, tu sais. Donc, ils détenaient le pouvoir, puis ils nous l'ont fait sentir parce qu'ils l'avaient. Je ne connais pas leur origine ni leur motivation profonde, alors je peux pas voir ça. Donc, la seule raison qui me permet de leur pardonner, c'est de voir que c'est composé de gens souffrants, ignorants et impuissants, tout comme moi. Donc, pour le pardon, je demande à Dieu de m'aider à leur démontrer la même tolérance, la même pitié, la même patience que j'aurais été heureuse de témoigner à un ami malade. Je n'étais pas rendu, quand j'ai fait ça, à ce moment-là, je n'étais pas rendu au pardon encore. OK? Fait que c'est correct, mais ça peut vouloir dire que si je ne suis pas rendu au pardon pour une personne ou une institution, je m'étais fait à la fin, après avoir terminé mon inventaire, je m'étais fait une liste des personnes à qui je n'avais pas encore pardonné. Puis je la mettais dans je les mettais dans ma prière quotidienne pour demander à Dieu de me donner le pardon. Parce que l'objectif ultime, c'est d'arriver à pardonner à tout le monde. Okay? Puis c'est possible de le faire. Ça ne vient pas toujours facilement, mais on a les outils, on a la prière, on a une puissance supérieure, on s'en sert. OK? Il reste un exemple, le ressentiment envers un principe. Alors, j'ai choisi un principe, pourquoi à ce moment-là, ça me parlait, parce qu'il y avait des gens qui respectaient pas les règles. C'était pas les règles COVID, ça me dérangeait pas. J'étais délinquante moi-même. Mais
le non-respect des règles a une certaine tendance à m'irriter. Alors, je viens irriter lorsque les gens ne respectent pas les règles. Exemple, se stationner en dehors des lignes tracées quand on a un stationnement. Comme ici, je suis dans un bloc appartement. Quand le voisin se part trop proche de la ligne, ça m'énerve. Ne pas ramasser les gens qui ne ramassent pas leurs déchets dans les parcs. Donc, le non-respect des règles. Jeter les déchets par la fenêtre en circulant en auto. Se faufiler dans une file d'attente en avant des autres. Et surtout de moi. Bien sûr, remarque aujourd'hui, je le dirais. Là. Donc, c'était ça, le principe de non-respect des règles. Et les domaines affectés, c'était surtout la sécurité matérielle. Les peurs, c'est relié, la blessure par rapport à ça, c'est beaucoup l'injustice. Quelqu'un qui ne respecte pas les règles, pour moi, c'est une blessure d'injustice, pas juste. Bon. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je peux être délinquante aussi, moi là. Ça m'arrive. C'est drôle, celle-là. Les peurs, il y a l'injustice, l'insécurité matérielle, la pollution, la peur de perdre ma place, comme la file d'attente. Nouvelle compréhension, j'ai marqué, j'ai été conditionnée par ma mère à toujours respecter les règles et je suis parfois rigide dans ce domaine. Par contre, il m'arrive de ne pas les respecter moi-même, d'être délinquante dans certains domaines. Je n'ai pas à juger le non-respect des règles par les autres. OK. Donc, le pardon, je demande à Dieu de m'aider à être tolérante face au non-respect des règles par les autres, comme je le suis pour moi lorsque je ne les respecte pas. Et c'est comme ça que je suis arrivée au pardon là-dessus. C'est simplement de voir ça autrement. Y a-t-il des questions par rapport à cet inventaire-là? Oui, Sophie? J'aimerais simplement ajouter que, étrangement, dans mon cas à moi, dans tout cet inventaire-là, avec ce que j'ai vécu avec mes parents, je leur ai pardonné. Puis mon pardon est totalement fait. Mais je souffre encore énormément de peur émotionnelle. Puis ça, je sens que c'est un travail qui est à part. Fait qu'on dirait que j'ai appris dans le fond à travers tout ça que pardonner ne veut pas dire guérir nécessairement. Ouais. Alors dans mon cas, je sens, surtout ces temps-ci, exemple, quand je parle avec ma psy ou avec des gens de mon entourage, que j'ai une très, très grande peur qui m'habite. Elle est restée là, puis elle est ancrée profondément. Et pourtant, j'ai totalement pardonné à mes parents. Fait que je vois qu'on peut totalement être marqué malgré le pardon. Oui. Fait que je travaille là-dessus. Merci. Effectivement, le fait de pardonner ne va pas nécessairement guérir tes blessures émotionnelles. Il ne va pas guérir nécessairement tes peurs que tu as héritées à cause de ça. OK? C'est un travail. Les peurs, on va le voir, c'est un des inventaires de la 4e étape. Mais d'en faire l'inventaire ne va pas nécessairement la régler. On a besoin d'une puissance supérieure pour ça. Quand on en vit une, c'est de demander immédiatement l'aide de Dieu pour nous aider à surmonter cette peur-là. Il n'y a pas beaucoup de choix pour ça. Reconnaître la source de la peur peut aider, mais ça ne va pas nécessairement la faire partir. Nicole, merci Sophie. Juste une petite question. Dans les principes, le dernier, c'est marqué zèle. Un exemple de zèle, ça serait quoi? Quelqu'un les personnes qui sont très zélées, qui se mettent toujours en avant pour faire les affaires, puis qui en font toujours plus que les autres, ça t'énerve, par exemple. Ça serait ça. OK. Mettons pour se faire remarquer ou pour se faire... Pour se faire aimer. OK. OK. Merci. Oui, Nathalie. Ton micro, Nathalie. La misère avec le piton. À trouver le piton. Faut que tu mettes ton doigt sur ton écran. Je pense que c'est un cellulaire ou une tablette. Il faut que tu mettes le doigt quelque part puis que l'affichage va se faire pour activer le son.
Bon, Tu l'as. j'ai eu de la technologie. Mhm. Ouais, pour les pardons, tu sais, moi, j'en ai déjà fait un trop vite, ben, que je pense, là. Puis, moi, quand j'en fais un, il faut que ça monte en dedans de moi parce que je me dis, là, je suis prête dans ce temps-là. Parce que Mhm. sinon, ben, je ne sais pas, quand je suis prête, dans le fond, faut que ça vienne de moi, dans le fond. Je Oui. pense, pour que ça C'est s'est. c'est sûr, il faut que OK. tu aies le désir de pardonner, premièrement. OK. Ouais, OK? c'est ça. Si tu n'as OK, pas le ouais, ouais. désir, tu ne pourras jamais pardonner. OK. Tu peux avoir le désir de pardonner puis pas être capable de pardonner, alors là, tu as besoin de l'aide de Dieu. OK. C'est bon. Merci. OK? Bienvenue. OK. Donc, je serais rendu à le devoir. Je vous suggère. Attends un petit peu, là, il faut que je prenne de bonnes. OK. Donc, durant la semaine, ce serait bien si vous pouviez faire un petit exercice comme si vous débutiez une quatrième étape. Peut-être faire une liste de noms, pas exhaustive, là, quelques noms, pas plus. Ensuite, une institution, un principe, puis essayer de compléter 3 inventaires. Un d'une personne, un d'une institution, puis un d'un principe. Pour voir si vous êtes capable, si ce que je vous ai donné ce soir est suffisant pour vous permettre de faire votre inventaire. Il faudrait que vous fassiez l'exercice d'en faire un de chaque. Et notez vos questions si vous en avez quand vous faites ça. Questions ou réticences. OK? Ensuite, la phrase ou l'expression qu'on entend parfois dans A ce soir, ce serait j'ai déjà entendu dans A quelqu'un dire qu'il avait fait sa quatrième étape en parlant avec son parent ou avec sa marraine. Alors, c'est très clair dans le gros livre que la quatrième étape, ça se fait par écrit. C'est pas quelque chose qu'on fait juste verbalement. Dans les premiers temps des AA, oui. Comme dans l'exemple de Bill, quand il raconte que son parrain, il ne l'appelait pas comme ça à ce moment-là, là, mais Abby est venu le voir à l'hôpital, il lui a raconté, il lui a parlé de ses défauts de caractère, il lui a parlé de ses problèmes, en tout cas, ils ont parlé seulement. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte que c'était par écrit, que c'était mieux de le faire par écrit, parce c'est plus difficile de se cacher quand on a tout écrit, nos affaires, tu sais. Fait que le parler à l'autre personne, c'est la 5e étape. En 5e étape, je vais relire ce que j'ai écrit en 4e. OK? Donc, la 4e se fait par écrit. C'est cela. Alors, je vais terminer l'enregistrement.